Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc analyse de stratégie DeFi. On est à au troisième épisode de cette série d'analyses. Aujourd'hui, on va analyser plutôt des stratégies pour farmer de l'Ether. Donc par rapport à la dernière fois où on s'était focalisé surtout sur les stablecoins, donc ça va permettre de faire une petite update des stratégies Ether. Alors aujourd'hui, on a Giorgio donc qui a une stratégie principale. Globalement, c'est en ce moment de farmer un maximum d'éthers, de les accumuler. Une fois que ça a atteint ces différents paliers de points de vente, en fait, il veut tout simplement basculer sur des stablecoins et farmer des stablecoins en bear market ou quand le marché en fait est assez haut. Il y a pas mal d'intérêt à faire ça parce qu'on s'est rendu compte que quand l'Ether monte pas mal, les altcoins aussi, et il y a une demande sur les stablecoins qui augmente. Et donc, en fait, vous allez avoir des meilleurs APR sur vos stablecoins, alors que vous prenez pas forcément plus de risques par rapport à la volatilité du marché. Donc, c'est vachement intéressant de faire ça. Évidemment, il y a une notion un petit peu de timer le marché pour sortir de l'Ether et rentrer en stablecoin. Ça, c'est pas vraiment de cette chaîne YouTube. Donc, on vous laisse faire vos propres recherches côté trading. Ses stratégies principales, ça va être de farmer sur les terres via des plateformes comme Contango, il le prend en exemple. L'idée, c'est quoi derrière ce genre de stratégie? Julien, peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le looping sur des actifs LRT, quoi. Yes, tout à fait. Alors là, il a été évoqué Contango. Contango, c'est une app DeFi qui permet d'automatiser les stratégies de looping. Le looping, ça consiste en à emprunter un actif et le remettre en collatéral et re-emprunter par-dessus et ainsi faire du coup des boucles et augmenter son exposition sur ça. Et là, il y a un côté intéressant, donc vous pouvez vous surexposer à des actifs comme ça, ça peut faire du levier. Mais vous pouvez aussi chercher un rendement, aller amplifier un rendement sur cette stratégie, notamment si on s'intéresse du coup au yield bearing asset, du coup les actifs qui génèrent naturellement un rendement, comme le WST Ether de Ludo qui génère du rendement. Si vous le mettez en collab et que vous empruntez cet Ether, que cet Ether que vous le swappez en Ether donc de Ludo WST Ether, que vous remettez en collab, à partir du moment sur certains, on le verra plus tard, mais sur certains niveaux, vous pouvez amplifier donc le rendement et en restant du coup exposé sur des actifs de première classe. Donc Contango, c'est vrai qu'ils ont un peu la cote en ce moment parce qu'ils ont réussi à créer une solution un peu clairement avec une interface très simple où en un clic vous pouvez vous mettre en levier, faire des flash loans, donc c'est très efficient. Euh, Après, je trouve que ça manque quand même de liquidité très souvent sur Contango. Ça va cibler des marchés, donc tout type de market, dont les plus gros AV Morpho, mais aussi les plus légers comme Silo ou d'autres. Donc les APR affichés, oui, ça peut être alléchant, mais il faut garder à l'esprit que c'est des liquidités qui sont très limitées et c'est aussi une exposition en levier qui plus vous faites des loops, plus vous êtes exposé en levier, plus vous amplifiez votre exposition au risque du coup. Et, du coup, on va pouvoir discuter des risques aussi là-dessus. Mais le risque principal, c'est la liquidation. Et la liquidation, vous allez me dire, mais elle peut pas. Comment il y a des liquidations si c'est deux actifs au final qui se suivent sur le prix. Donc c'est la force de la stratégie. Mais s'il y a un des pegs, oui, c'est sujet à une liquidation. Donc à la fois, Contango simplifie cette approche, mais vous devez avoir conscience derrière qu'il faut se renseigner sur le protocole sous-jacent, la liquidité qu'il a, son mécanisme de liquidation, les oracles qu'il utilise pour pricer ses prix. Il faut que ça soit correctement pricé, il faut pas que ça soit manipulable. Donc voilà, il faut faire attention quand même Est-ce à qu'il ce y a type de des stratégie. actifs qui te semblent plus safe que d'autres? Évidemment, dans la gamme des LRT, voilà, Lido, ils ont quand même beaucoup plus de liquidité, surtout sur Mainnet, par rapport à des actifs plus exotiques. Comment on détermine un petit peu le ratio entre le risque accru et le rendement accru, surtout voilà, dans une phase de leverage, peut-être qu'on se dirait en fait non, il vaut mieux rester sur le plus safe parce que Hmm. avec le leverage en fait tu arrives à des APR qui sont quand même assez intéressants, alors que si tu veux chercher l'exotisme et tu leverages dessus en fait les risques ils deviennent vraiment
très fort, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on les voit, les rendements les plus élevés, c'est sur les actifs qui sont moins solides. Et comment on définit un actif qui est solide? Surtout sur les actifs dérivés de l'Ether, ou même ça peut être sur les stablecoins, il faut regarder s'il y a une redemption qui est possible. C'est-à-dire si vous pouvez réclamer l'Ether natif sur le protocole donc en question. Et, aujourd'hui, c'est Alors, le cas sur la plupart des... Ouais, tu veux qu'on précise peut-être? euh, non, non, c'est très bien, mais c'est vrai que faut pas s'imaginer que c'est parce que vous allez être capable d'aller claim vos Ethers. En fait, pourquoi il faut observer ça, c'est surtout parce qu'il y a des acteurs sophistiqués qui, bah, s'il y a la possibilité de le faire rapidement, si la file d'attente n'est pas trop garnie, en fait, ils vont le faire pour vous et ça va éviter parce qu'ils ont des capacités d'achat de plusieurs millions, vu qu'ils ont une garantie d'avoir un rendement fixe sous 48 heures à récupérer leurs Ethers qui ont été un petit peu dépeg. Hmm. Donc c'est surtout pour ça, plutôt que vous, est-ce que vous avez la capacité en tant que particulier à aller chercher de l'Ether véritable? Parce que de toute manière, votre stratégie, s'il y a un dépeg, vous allez être liquidé et vous allez avoir des pertes largement supérieures au DPEG, puisque vous êtes généralement à x7 dans ce genre de stratégie de boucle. Donc c'est assez peu, enfin c'est significatif quand même Ouais. ce levier-là. C'est vrai que cette robustesse, du coup, via l'entité instantanée on-chain, qui est importante à surveiller parce que elle donne la flexibilité aux utilisateurs de l'utiliser à travers divers protocoles et tout. Et c'est important de voir que l'actif, que le protocole s'intéresse à renforcer cette liquidité du marché secondaire, qui permet d'accroître la TVL globale du protocole aussi. Et après, du coup, la redemption est un critère non négligeable sur un mécanisme de stabilité d'un actif dérivé. C'est clair. T'évoquais au tout début que Contango, en fait, l'intérêt principal de passer par ces plateformes, c'est donc pour certains l'interface utilisateur qui est assez intéressante parce que tu te connectes, tu vois plein de stratégies différentes avec quelques petites explications, etc. Mais le cœur de leur avantage, c'est qu'en un clic, tu accèdes à la stratégie. Et surtout, en fait, ils le font via... en fait, ils vont emprunter en flash loan votre position et vous n'allez pas vraiment faire cette fois l'activité d'aller sur AAV, emprunter, etc. Ce qui, bah, c'est énormément de coups de gaz et de slippage. À quel point c'est intéressant pour l'utilisateur de passer par ça parce que Contango aussi, ils prennent des frais de performance sur leur Vault. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup pour le particulier de passer par Contango vs le faire lui-même malgré les frais de perf? Alors, moi, j'estime que si vous vous intéressez au looping, c'est quand même que vous connaissez quand même les grands principes de la DeFi et les risques associés. Mais je trouve que Contango est une bonne solution, l'approche qu'ils offrent, parce que faire un flash land pour se mettre en levier, c'est pas donné à tout le monde. C'est quand même de l'expertise qu'il faut mettre en place. Et en fait, c'est surtout, ok, quand vous mettez en levier, vous pouvez faire les boucles manuellement, même si ça, avec des positions plus petites, vous n'avez pas beaucoup de chippage. Mais c'est s'il faut sortir de manière plus rapide, à des loops, ça peut être pénible, ça peut être très cher. Du coup, Contango, c'est vrai que certes, ils prennent des frais, et ben, c'est normal parce qu'ils fournissent un service derrière, mais il y a moi, je trouve que c'est quelque chose quand même qui est intéressant, à privilégier. Alors, vraiment, si c'est clairement que vous voulez tout déléguer, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire vous-même, il y a aussi la possibilité d'utiliser des outils comme DeFi Saver qui vous permettent de vous mettre en levier sur, euh, sur des positions de looping. Après, c'est le même sur des mêmes fonctionnements. Ok, Donc, il y a des très frais. clair. Merci beaucoup. Donc, en fonction de la période, ça peut être très intéressant de faire du looping via ce genre de plateforme. Quels sont les critères un petit peu qui drive le rendement de ce type de stratégie? Donc on l'a vu, les différents actifs. Si vous allez vers de l'exotisme, vous allez parfois avoir des incentives ou un rendement basique le plus élevé qu'ailleurs. C'est quoi un petit peu les drivers du marché qui peuvent aussi influencer ce genre de stratégie?
Ouais. On a fait donc on a publié récemment un article dessus et on va reprendre les principes de cet article. On s'est intéressé à qu'est-ce qui rend le looping intéressant, qu'est-ce qui fait que c'est rentable. Vu que vous empruntez, donc vous déposez un actif en collatéral qui génère du rendement et que vous empruntez à un certain coût et à une certaine hauteur, ça va être les paramètres principaux, c'est à combien le protocole vous permet d'emprunter sur une position. Donc, est-ce que vous permet d'emprunter à 90%, à 95%, à 96% ou qu'à 70%? Ça va impacter énormément la stratégie de la rentabilité finale. C'est le critère pour moi numéro un à regarder. C'est là on parle vraiment de le rendement final, donc c'est vraiment la ETV qui est offerte. Plus elle est haute, bien sûr, sous réserve que plus elle est haute, plus il faut des mécanismes de liquidation qui soient efficients. Et ensuite, c'est le taux d'intérêt, comment il varie. Est-ce que c'est vrai que peut-être qu'au moment où vous le regardez, il est bas, donc la stratégie, elle est rentable parce que l'actif que vous déposez en collatéral génère plus que les intérêts que vous allez payer. Donc c'est là que le rendement vient s'amplifier si on fait des boucles. Mais est-ce que dans le temps, ça dure? Parce que si vous êtes sur Ethereum, mais vous allez payer des gaz, des frais de gaz, s'il faut sortir, admettons que vous vous mettez en position de loop et qu'une semaine après il faut sortir, ça va pas être rentable parce que il y a tous les gaz à payer, vous n'avez pas anticipé que les frais d'intérêt monteraient aussi vite qu'en fait ils étaient surpricés. Donc nous on a bref testé ces stratégies sur plus d'un an sur les plus gros moon market et moi je pensais avoir des résultats un peu plus élevés et en fait c'est surprenant de voir que le looping c'est pas vis-à-vis des risques qu'on prend, c'est pas je trouve que le risk reward est un peu bas. Mhm. On est plafonné 8 à 11%, 9-11%. Et bon, je parle sans incentive, donc de yield pur, de real yield. Mais ça a considéré quand même, est-ce que vous prenez le risque de vous exposer du coup à des liquidations ou à d'autres risques pour du 11%? Est-ce qu'il y a pas mieux à aller chercher en DeFi en évitant cette surexposition? Mhm. C'est à considérer. Très clair. L'intérêt de ce genre de stratégie, ça peut être plutôt le scaling. C'est vrai que il y a pas mal de stratégies d'LP. En fait, si tu mets 1 million, tu gang, enfin voilà, tu récupères les rewards, mais ils sont largement dilués par ta venue. Le looping sur les gros money market type AAV ou Morpho, ça a beaucoup plus de scaling. Est-ce que c'est un truc qui peuvent parler à des asset managers professionnels qui vont gérer quand même des quantités plus importantes d'Ether que le particulier? Hmm. La force du looping, c'est vrai que c'est qu'on reste quand même sur des protocoles robustes battle test et on reste sur des classes d'actifs aussi qui sont robustes. Donc Lido, ça peut être Etherfi. Voilà, il n'y a pas d'exposition à des actifs exotiques qui peuvent promettre des rendements ou offrir des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Ok. Moi, je trouve la grosse force du looping, et comme Tango l'a bien mis en avant, c'est dès qu'il y a des incentives, il y a un gros coup à jouer quand même sur le Ouais. looping. Et vous pouvez vous sécuriser davantage en prenant une ATV qui est plus basse, qui est bien en dessous du seuil de liquidation. Donc c'est là où c'est très intéressant le looping quand même. Très clair. Est-ce que ça peut être, par exemple, là, Scroll AAV, c'est intéressant aujourd'hui parce que bah, c'est un nouveau marché, il y a une dynamique avec l'airdrop, etc. Est-ce que ça peut être des stratégies un peu pirates? Pendant 2 semaines, je me positionne là-dessus avec des protocoles éprouvés, des actifs éprouvés, mais je profite aussi de cette l'engouement temporaire d'un layer par rapport à un autre et voilà. Ouais. Moi je trouve que oui. Et on l'a vu aussi sur les backtesting au tout début quand les tools sont déployés ou enfin en tout cas dans les premières semaines on a un pic de rendement parce qu'il y a le marché des intérêts sur ce type de protocole n'est pas arrivé à un niveau de maturité, de stabilité. Du coup il y a une décorrélation et se trouve des rendements qui sont très intéressants sur les premières semaines et en Ouais. particulier quand il y a des incentives derrière qui viennent maintenir les taux bas d'emprunt bas ou élever le rendement. Donc, Très clair. ouais, je trouve que c'est là où c'est là où il y a le meilleur risk Ok. reward pour moi, c'est au début. Donc il y a clairement une dichotomie quand même entre la simplicité de la plateforme type Contango et en fait derrière c'est des stratégies qui nécessitent d'être quand même assez aguerries pour le choix des actifs, le choix des plateformes,
qu'il faut un peu de size pour que ça soit viable. Et puis, il faut être aussi un peu pirate sur, ok, je vais là 2 semaines et après je balance, etc. Mes différentes stratégies. Et ouais, c'est assez troublant peut-être pour les débutants parce que eux, ils voient sur une plateforme assez simple d'accès avec des rendements pas si déconnants non plus. Donc, ok, faut faire attention un petit peu à ça entre lui et derrière les mécanismes. Et souvent sur les systèmes de Vault, en fait, on se rend compte que les mécanismes sous-jacents au Vault qui offrent une user experience assez simple, et ben derrière dans les cuisines, c'est loin d'être aussi simple que ça. Est-ce que tu aurais peut-être du coup Mm. des d'autres propositions de stratégie pour farmer de l'Ether en ce moment, avec peut-être un peu plus de simplicité, un peu moins de risques et des rendements qui sont assez confortables? Oui, il y en a. Aujourd'hui, si vous allez sur, on peut s'intéresser du coup à notre type de stratégie comme l'apport de liquidité. Si vous touchez aux actifs corrélés comme WE Ether ou WST Ether, euh, adossés donc pairés à l'Ether, c'est des paires qui n'ont pas de permanent loss parce que très très peu, parce que vous êtes sur des actifs qui sont ultra corrélés. Là, c'est intéressant de venir apporter la liquidité dessus. Alors, il y a beaucoup de liquidité par rapport au volume, mais s'il y a des incentives par-dessus, c'est intéressant d'aller les chercher, les monitorer. En ce moment, sur Maverick, la possibilité de LP sur du WST Ether et Ether est bien incentive par du ZK token. Donc, ouais, là, ça vaut le coup. Alors, le risque, c'est pas vraiment un risque, c'est que vu que vous n'êtes pas payé le rendement n'est pas drivé par les fees, et ben en fait, la rentabilité dépend du prix du token d'incentive. Donc, si le ZK, là, en l'occurrence le ZK, est surpricé, que le prix tombe, la paire va de suite tomber. Faut avoir Ouais. ça en tête quand même. Donc là, il y a une bonne On risque plutôt visibilité un sur, opportunité qu'un risque sur le ouais, capital. Et ça, bah, c'est au ça. pire, on apprend en gagnant peu, mais on perd pas. Ouais. Ça reste des protocoles Après, l'avantage, éprouvés et des layers éprouvés ouais. aussi côté ZK. Ouais, puis l'avantage sur Maverick, c'est que ben, il n'y a pas besoin d'être ultra concentré comme sur d'autres protocoles, comme tous les forks V3.3, où ben, les rendements qui sont affichés sont hyper gros, mais en fait, ça correspond à un niveau de concentration qui est abusé, qui est intenable. Là, sur Maverick, c'est pas le cas, c'est plus passif comme LP, il faut quand même surveiller, mais c'est jouable à échelle euh, retail, on va dire, Ok, très bien. sans outils. Est-ce que tu Après, vois, pardon. non, vas-y, Est-ce je que vais tu, rebondir sur la deuxième. est-ce que tu vois en ce moment peut-être un renouveau des programmes d'incentive qui pourraient être assez intéressants à surveiller et puis de manière générale, voilà, est-ce qu'on peut s'attendre à une période un peu plus faste sur les rendements DeFi grâce à des tokens qui n'ont pas été émis en 2024 parce que l'attente du marché, etc. Et on se rend compte que peut-être que les fondations veulent tirer leur épingle du jeu et commencent à brailler un petit peu les différents LP sur tous les layers dispo. Ouais. C'est vrai qu'on avait vu le système de points qui a proliféré énormément, mais pour moi c'est une aventure un peu à l'aveugle, où, ben, tu sais pas du tout à quoi t'attendre en termes de rendement, même de fourchette, des fois c'est compliqué. Donc c'est plus prévisible quand on s'intéresse aux blockchains qui ont déjà un token, qui prévoient d'utiliser un programme d'incentive. Et là, ZK-Sync, en ce moment, donc sur ERA, ils parlent de mettre un programme, donc unique programme, qui vise du coup un peu comme le style d'Arbitrum à l'époque, mais je trouve de manière beaucoup plus grosse, pas dans la quantité des tokens émis, mais par rapport à la TVA du protocole, je trouve que c'est colossal ce qu'il prévoit de déployer comme incentive. Et je pense qu'il va y avoir des cartes à jouer sur ce zk où il va y avoir des possibilités de LP, comme on a dit, sur des assets corrélés et en profitant surtout des incentives. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on va surveiller. Très bien. Bah, on vous donne rapidement des news de Tmer sur Twitter sur cette opportunité-là. On a fait un tweet rapide sur après l'annonce. De Tmer, ils annoncent plusieurs phases et donc on va vous suivre ça durant toutes les phases qui vont durer plusieurs mois, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça. Top. Peut-être une Euh, deuxième stratégie? ouais, tout à fait. Alors là, la demande, en l'occurrence, c'était de rester sur les layer 2, donc on ne s'intéresse pas du tout à Ethereum. Il y a aussi, je trouve, une opportunité qui est scalable, qui est pérenne dans le temps. C'est ce qu'offre GMX en apport de liquidité. C'est possible aujourd'hui sur GMX V2, donc sur Arbitrum, de prêter ses Ethers sur le GM Ether. Donc, vous prêtez les Ethers, c'est une liquidité qui est mise à disposition pour les traders et vous êtes payé du coup sur le fond de règle qui est payé, oui, qui est payé. Et du coup, en ce moment, on est à 14%, mais on est sur un niveau de scalabilité qui est colossal parce qu'il y a 80 millions dans la pool. Et là, on parle de hors incentive. Il n'y a pas d'incentive ou de Preco token que ce soit, c'est vraiment du pur yield. Et je trouve que il n'y a pas d'impermanent loss, c'est vraiment de l'apport simple, single token. Et en plus de ça, alors, c'est pas sans risque non plus. Parce que ben, vous prêtez, en fait, vous êtes soumis un peu à la performance des traders. Si les traders Mhm. perdent, ben, c'est ceux qui apportent les liquidités qui vont bénéficier du gain. Donc, Oui. En fait, vous prenez la place du broker, de la plateforme d'échange. Et donc, si les traders gagnent, vous perdez. Même si historiquement, bah, les traders perdent, le gros danger, c'est d'avoir une population de traders qui ont tendance à être très exposés longue et d'avoir un marché haussier. Et en fait, là-dessus, bah, c'est vrai que les apporteurs de liquidités, historiquement, sur ces périodes parfois très courtes, mais peuvent prendre pas mal de dégâts sur leur position, même si bah voilà sur l'année bah vous êtes gagnant et l'APR c'est du real yield, c'est payé en Ether, c'est très confortable et ça peut être boosté également par vos ouais. staked GMX. Donc là, je sur un marché un peu en crabe qui calme. C'était une stratégie très intéressante sur les derniers mois, voire plus d'un an passé. Mhm. Ça va pas devenir extrêmement décevant du jour au lendemain. Il faut monitorer. Si vous exposez sur du GM Ether qui y a 13-14% aujourd'hui, il faut monitorer les performances des traders. De toute façon, si c'est affiché sur lui, vous verrez que le yield commence à se dégrader. Peut-être qu'à un moment donné, ça vaudra plus le coup. Mais aujourd'hui, en termes de GMX, c'est un protocole qui est approuvé aussi, qui est battle test. C'est une très bonne façon de s'exposer à l'Ether vraiment réel. Et Mhm. en plus de ça, les cas d'usage sont assez intéressants, je trouve, derrière ce GMEther. On parlait de looping, mais c'est aussi possible de le mettre en collatéral, ce GMEther, sur des protocoles comme Dolomites qui sont beaucoup moins gros, mais il y a des possibilités qui existent derrière aussi. Mhm. Très clair. Après, bah là, c'est vrai que looping sur le GM, s'il y a une période un peu de hausse avec un open interest qui grandit pas autant, et ben les frais collectés ne peuvent pas forcément couvrir les pertes liées au gain des traders. C'est à surveiller. Après, voilà, comme tu dis, GMX, c'est là depuis longtemps. Ils ont une V2 qui est très pertinente. Les traders aiment beaucoup la plateforme. C'est vrai qu'en tant que trader aussi, ça permet de size Mm. assez confortablement sur les majors. Donc c'est une belle plateforme. Déjà en simple, voilà, 12-14% APR, c'est quand même assez sexy. Faites gaffe au looping, mais Ouais. ça peut être assez cool de regarder parce que d'un autre côté, c'est hyper simple d'utilisation. En un clic, vous êtes exposé. La surveillance, bah voilà, toutes les semaines, vous checkez un peu l'open interest, ce qu'ont fait les traders la semaine passée. Ça vous prend 10 minutes et c'est vrai qu'il n'y a aucun autre suivi à faire. Bah, merci beaucoup pour cette analyse, les stratégies proposées. Nous, on se retrouve bah, la prochaine fois pour analyser vos prochaines stratégies. On va essayer d'avoir un rythme un petit peu régulier en cette fin d'année. N'hésitez pas à remplir le formulaire qui est dans la description. Ça nous permet d'avoir voilà, des retours qui nous permettent d'alimenter le contenu de ces vidéos. Si on n'a pas de stratégie à analyser, c'est compliqué d'en faire. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Si certaines personnes veulent s'initier à la DeFi mais ne savent pas trop comment s'y prendre, qu'elles n'hésitent pas à remplir le formulaire et on pourra faire des épisodes parfois ultra simplistes pour les gens qui n'ont jamais fait de finance décentralisée. Ça sera vraiment un plaisir. On se dit à la prochaine et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager comme d'habitude cette vidéo-là. À bientôt. Au revoir.